En tant que parent, il existe peu de terreurs plus profondes que celle de venir récupérer son enfant après une journée de travail, en s'attendant à retrouver son sourire joyeux, et malheureusement le découvrir au contraire mou, sans réaction, presque inerte. Cette vision d'horreur, inimaginable pour la plupart des parents, s'est matérialisée de façon brutale pour Ray et Joe Dowling, le 3 juillet 1984, lorsqu'ils sont allés chercher leur fils de 5 mois, Benjamin, chez sa nourrice, Terry McCurchy. Ce qui aurait dû être un simple moment de transition entre la garde de leur bébé et leur rôle de parent s'est rapidement transformé en un véritable cauchemar. Benjamin, d'habitude si vivant et curieux, semblait dans un état inquiétant, ne réagissant plus comme à l'accoutumée ou stimulation. Ses membres étaient flasques, ses yeux à peine ouverts, son corps sans tenue. Pour Ray et Joe, c'était comme si le temps s'était figé, la panique les envahissant à mesure de l'ampleur de la situation devenant évidente. Avant d'entrer dans les détails déchirants de ce qui s'est réellement passé ce jour-là, il est essentiel de comprendre l'énorme souffrance que cet événement a provoqué pour la famille Dowling. Terry McCurchy, qui avait pourtant la lourde responsabilité de veiller sur Benjamin, allait devenir le symbole de cette douleur irréparable. Ce qui devait être une journée ordinaire pour les Dowling s'est transformé en tragédie, et l'histoire de cet incident tragique démontre à quel point une seule personne peut, par ses actions, bouleverser la vie d'une famille à jamais. Dans ce qui va suivre, vous allez découvrir non seulement les circonstances exactes de cet incident, mais aussi l'impact durable que cette journée du 3 juillet 1984 a eu sur le destin de Benjamin et sur celui de ses parents. Ce qui s'est passé chez Terry a déclenché une série d'événements qui marqueront à jamais la vie des Dowling, faisant de cette affaire l'un des cas les plus poignants et choquants du true crime. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Murders Explained. Aujourd'hui, je vous parle d'une histoire qui, non pas s'est terminée par un meurtre, mais qui pourtant a eu des séquelles et des cicatrices encore visibles aujourd'hui. Je vais donc vous parler de l'histoire de Benjamin, une histoire qui m'a particulièrement touché et qui m'a particulièrement rendu émotif. Avant d'entrer dans le récit, n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner, comme à chaque fois, surtout si vous voulez nous faire atteindre 100 000 abonnés un jour. Je vous laisse avec la partie contexte, accrochez-vous, cette histoire risque de vous retourner la tête et également de beaucoup vous énerver. Ray et Joe Dowling étaient sur un petit nuage à la naissance de leur fils, Benjamin Keith Dowling. Comme tous les nouveaux parents, ils étaient emplis de bonheur et d'excitation à l'idée de voir leur famille s'agrandir. Pourtant, malgré cette joie immense, la réalité de la vie quotidienne n'attendait pas. Ray et Joe étaient tous les deux engagés dans des carrières à temps plein, et ils se trouvaient dans l'impossibilité de prendre un congé prolongé pour s'occuper du bébé. Donc, la question de la garde d'enfants est rapidement devenue une priorité pour ce jeune couple, désireux de trouver la personne idéale pour prendre soin de Benjamin en leur absence. Leur quête de la nounou parfaite commença par une série de recommandations et de recherches. Ils se sont tournés vers leurs proches, demandant des avis et des références auprès de leur cercle d'amis et de leur famille. Et l'un des noms qui revenait le plus fréquemment était celui de Terry McCurchy, une femme recommandée par Pam Chestnut, une cousine de Joe. Pam était une amie proche de Terry, et son témoignage personnel en faveur de cette dernière semblait être un gage de confiance. Pour Ray et Joe, c'était un critère rassurant. En plus de cette recommandation familiale, Terry avait d'autres atouts qui la rendaient très attrayante aux yeux des Dowling. Elle était mère de 2 jeunes enfants et elle paraissait posséder l'expérience et la patience nécessaires pour s'occuper d'un nourrisson comme Benjamin. Sa connaissance des besoins des tout-petits semblait indiscutable et Joe et Ray étaient convaincus d'avoir fait le bon choix. Ils décidèrent alors de l'embaucher comme babysitter, soulagés de penser qu'ils laissaient leur précieux fils entre de bonnes mains.
Cependant, l'apparente tranquillité de cet arrangement allait rapidement voler en éclats. Ce qui n'était censé être qu'une transition temporaire vers un équilibre travail-famille s'est transformé en un drame déchirant. Seulement 7 jours après que Terry ait commencé à s'occuper de Benjamin, un incident tragique se poursuivit, bouleversant à jamais la vie des Dowling. Ce qui devait être une solution de garde d'enfants normale allait devenir l'une des pires décisions de leur existence. L'impensable s'était produit. Et à partir de ce moment-là, rien ne sera plus jamais pareil pour Ray et Joe, mais surtout pour leur petit Benjamin. Le 3 juillet 1984, il y a donc 40 ans, avait commencé comme un mardi ordinaire pour Ray et Joe. Comme tant d'autres jours de semaine, ils étaient pris par leurs obligations professionnelles et suivaient leur routine habituelle. Ce matin-là, comme à l'accoutumée, Ray déposa leur fils, Benjamin, chez la babysitter. Il est allé la déposer chez Terry, à son domicile, situé dans la banlieue tranquille de Fort Lauderdale, en Floride. Rien ne laissait présager que cette journée qui avait débuté comme toutes les autres allait plonger leur vie dans un chaos encore visible aujourd'hui. Après une journée de travail, Ray retourna chez McCurchy pour récupérer Benjamin. Comme à son habitude, elle s'attendait à retrouver son fils en pleine forme, comme il l'était toujours lorsqu'elle le laissait chaque matin. Pourtant, en entrant dans l'appartement de la babysitter, Ray fut immédiatement saisi par une sensation d'inquiétude. Un coup d'œil rapide à Benjamin a suffi pour comprendre que quelque chose d'horrible s'était produit. Ce n'était pas le bébé joyeux et en pleine santé qu'elle avait déposé quelques heures plus tôt. Le petit Benjamin était méconnaissable. Son corps était presque mou, comme inerte, contrastant avec l'énergie et la vivacité qu'il affichait habituellement. Ses poings étaient serrés, comme s'il luttait contre une douleur invisible, et sa peau était tellement pâle que c'en était effrayant. Pire encore, il ne réagissait pas à la présence de sa mère. Ses yeux étaient habituellement vifs, curieux, joyeux, et cette fois-ci, ils étaient vides, comme s'ils fixaient un point au loin et qu'ils n'arrêtaient pas. Il émettait de faibles gémissements, mais là non plus, on ne le reconnaissait pas. Ray a été submergée par l'angoisse. Elle a senti son cœur se serrer face à cette scène littéralement déconcertante. Chaque instinct maternel lui hurlait que son fils était en danger. Sans perdre une seconde, le souffle court, elle se précipita hors de l'appartement, avec Benjamin dans les bras, son corps minuscule, toujours inerte contre elle. Sa seule pensée était de l'emmener à l'hôpital le plus proche, espérant désespérément que les médecins pourraient identifier quelque chose qui clochait, quelque chose qui pourrait sauver Benjamin. Le temps semblait s'étirer à l'infini. Elle roulait, elle avait peur, elle n'en pouvait plus. Elle savait qu'à cet instant, elle tenait peut-être la vie de son fils sur un fil. Ce moment marqua le début d'un cauchemar, dont Ray et Joe n'en sortiront jamais vraiment indemnes. Le drame venait de frapper leur famille. La vie de Benjamin était, à ce moment, et sera plus jamais la même. Lorsque Benjamin fut admis à l'hôpital, l'angoisse des parents s'est transformée en une horreur face au diagnostic des médecins, face à ce qu'ils ont annoncé. Après avoir examiné leur fils, les médecins ont découvert qu'il avait subi une hémorragie cérébrale sévère, une blessure souvent causée par de violentes secousses. Le verdict était accablant. Benjamin était victime du syndrome du bébé secoué, aujourd'hui plus couramment désigné sous le terme de traumatisme crânien abusif. Ce diagnostic ne laissait que peu de doute quant à la gravité des événements qui s'étaient produits plus tôt dans la journée, lorsqu'il était sous la garde de Terry. Face à la nature inquiétante des blessures du petit, l'équipe médicale se devait d'alerter les autorités. Le tableau clinique de l'enfant, qui présentait des signes clairs de maltraitance, ne pouvait être ignoré. Les médecins soupçonnaient fortement que Benjamin avait été victime d'abus ou de négligence pendant qu'il était sous la garde de cette babysitter recommandée par tant de personnes. Et l'affaire prit rapidement une autre tournure, judiciaire. Peu de temps après l'hospitalisation de Benjamin, les soupçons confirmés, Terry a été arrêtée. Bien que la babysitter fût désormais derrière les barreaux, elle continua à nier avec véhémence toute responsabilité. Lors des interrogatoires, elle affirmait qu'elle n'avait jamais levé la main sur Benjamin. Selon sa version, les blessures étaient celles d'un enfant qui avait chuté accidentellement du canapé. Pourtant, elle n'en avait pas parlé.
Elle s'accrocha fermement à cette histoire, répétant d'une manière inlassable qu'elle n'avait fait aucun mal au petit. Cependant, cette explication ne tenait pas face à celle des médecins. Le diagnostic établi par les médecins racontait une histoire bien différente, sombre et troublante. Les blessures subies par Benjamin étaient bien trop graves pour être le simple résultat d'une chute accidentelle. Le traumatisme observé sur son cerveau, combiné aux autres signes physiques, montrait clairement qu'il avait été secoué avec une force excessive, causant des dommages irréversibles à son développement neurologique. Les médecins étaient formels, une chute accidentelle ne pouvait en aucun cas expliquer l'état critique de cet enfant. Les Dowling étaient dévastés par ce constat. Ils se sont donc retrouvés face à une vérité insupportable. Leur confiance en Terry McCurchy, une femme qu'ils avaient choisie pour prendre soin de leur enfant, avait été trahie de la pire des façons. Ce qui s'était réellement passé chez Terry ce 3 juillet restait un mystère. Mais une chose était sûre, les blessures infligées à l'enfant avaient changé pour toujours le cours de sa vie et celle de ses parents. Les blessures que Benjamin Dowling a subies sous la garde de Terry ce mardi fatidique ont laissé des séquelles profondes et permanentes, marquant à jamais la vie de cet enfant et de cette famille. Ce qui aurait dû être une enfance pleine de découvertes, de premiers pas et d'expériences s'est transformé en un combat de tous les jours contre des handicaps écrasants qui ont volé à Benjamin la possibilité de mener une vie normale. L'hémorragie cérébrale causée par les violentes secousses infligées à ce petit garçon ont provoqué des lésions neurologiques massives et des nerfs sectionnés, conduisant à des handicaps à vie. Et oui, je l'ai dit au pluriel. Les conséquences de ces blessures étaient catastrophiques. Benjamin ne marcherait jamais, ne parlerait jamais et n'atteindrait jamais les étapes de développement qui sont le droit fondamental de tout enfant. Il n'a jamais été capable de ramper ou de se nourrir lui-même. Ses parents, Ray et Joe, ont dû faire face à cette réalité, nouvelle, inimaginable, voyant leur fils privé de toute autonomie. Le calvaire de Benjamin s'est traduit par des soins médicaux constants et des interventions chirurgicales multiples. Il a dû recevoir une alimentation par sonde et des tiges métalliques ont été placées le long de sa colonne vertébrale pour essayer de stabiliser son corps qui était affaibli. Les écoles spéciales qu'il a fréquentées tout au long de sa vie n'étaient pas des lieux d'apprentissage dans le sens traditionnel, mais plutôt des centres de soins et de réadaptation où l'on tentait de gérer ses nombreuses déficiences. Le crime de Terry McCurchy n'était pas seulement un acte d'abus, mais une destruction brutale de tout l'avenir qu'aurait pu avoir Benjamin. Ce n'était pas un accident ou une simple erreur, mais une agression qui a condamné cet enfant à une vie de douleur et de dépendance. L'atrocité de ce crime ne réside pas seulement en l'acte lui-même, mais dans les conséquences dévastatrices et surtout irréversibles qu'il a eues. Benjamin n'a jamais eu la chance de courir, de rire, de jouer ou d'exprimer ses pensées. Sa vie était évidemment aimée et soutenue par ses parents, mais elle était marquée par une souffrance silencieuse et un besoin constant de soins médicaux. L'impact de ce crime est difficile à mesurer, car il s'étend bien au-delà de Benjamin. Il a brisé son corps, mais aussi les rêves que ses parents avaient pour lui. Ses parents, dû non seulement faire face à la douleur de voir l'enfant souffrir, mais aussi à la colère, à la frustration de savoir qu'une seule personne avait commis un acte aussi odieux et avait décidé de condamner leur fils à une vie qu'il n'aurait jamais dû connaître. Je pense également qu'ils devaient se sentir coupables. Je vous rappelle qu'ils ont choisi de prendre une nounou parce que leur travail était vraiment très prenant. Et ils ont demandé conseil à tellement de personnes qu'ils se sont tournés vers Terry. Mais finalement, c'était la plus grosse erreur qu'ils aient faite. En insistant sur la gravité de cet acte, il faut comprendre que ce n'était pas un simple accident malheureux. Le crime de cette femme a volé une vie jeune, une vie qui n'avait rien fait encore de celle-ci justement. Elle a laissé derrière lui une famille détruite, condamnée à porter le poids de conséquences des actions d'une babysitter pour toujours. En 1985, lors du procès tant attendu concernant les horribles blessures, Terry McCurchy était âgée de 22 ans. Elle était enceinte de 6 mois de son 3e enfant et elle a été condamnée à une peine qui défie toute logique et justice. Malgré l'ampleur du crime et les dégâts irréparables qu'elle avait causés à un bébé innocent,
elle a eu une peine incroyablement clémente. 60 jours de prison à purger uniquement les week-ends et 3 ans de probation. Vous avez très bien entendu. Donc ça veut dire qu'en 1985, comparé à toutes les autres histoires de true crime que je vous ai racontées, cette femme qui a condamné un enfant à vie, un bébé, a eu 60 jours de prison. Vous avez bien entendu. Et uniquement les week-ends. Une sentence qui semble à peine correspondre à l'ampleur du crime dont elle est accusée. Elle avait été inculpée pour tentative de meurtre et maltraitance aggravée d'enfants, des charges qui auraient pu et surtout auraient dû entraîner une peine bien plus sévère. Mais elle a choisi de plaider non coupable, un aveu implicite de culpabilité sans reconnaître formellement les faits, et donc elle a eu cette peine incroyablement légère. On en a déjà souvent parlé à travers de différentes vidéos true crime, mais il est vrai que généralement, si on plaide non coupable, si on plaide coupable plutôt, la peine peut être un petit peu plus légère. C'est une condamnation qui a choqué tous ceux qui ont suivi cette affaire, et à juste titre. Beaucoup de personnes ont été emprisonnées beaucoup plus longtemps pour des délits bien moins graves, comme conduire sans permis ou d'autres infractions mineures. Comment une sentence aussi dérisoire pouvait-elle prononcée face à un crime aussi grave? Pire encore, Terry a maintenu son innocence pendant tout au long du procès, affirmant que sa conscience était claire, suggérant ainsi qu'elle n'avait pas activement blessé Benjamin. Ce qui est aujourd'hui encore plus révoltant, sachant que l'état médical de Benjamin contredit directement cette affirmation 40 ans plus tard. Les médecins étaient formels, les blessures de Benjamin étaient le résultat de violences physiques et non d'un accident. Comme je vous l'ai dit plus tôt, je crois que je me suis emmêlé les pinceaux, elle a plaidé non coupable, elle réfute vraiment tout ce qu'on lui dit. Et donc ça veut dire qu'elle a eu cette condamnation légère sans même avouer quoi que ce soit. Même si l'on mettait de côté la question des secousses violentes, ce qui en soi est déjà impensable, le simple fait que Madame McCurdy n'ait pas cherché immédiatement des soins médicaux pour Benjamin, qui était pâle, mou, insensible à son arrivée à l'hôpital, est une négligence criminelle. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si son histoire de « il a chuté du canapé » était vraie, pourquoi n'a-t-elle rien dit ? Ce manquement seul aurait dû justifier une peine bien plus sévère que 60 jours de prison les week-ends. En ne réagissant pas rapidement à l'état critique de Benjamin, elle a aggravé une situation déjà tragique, si on croit ce qu'elle dit évidemment. Ce verdict envoie un message troublant sur la valeur accordée à la justice pour les enfants victimes de violences. Comment une vie, celle de Benjamin, marquée à jamais par des handicaps et des souffrances, peut-elle être comparée à 60 jours de prison partielle ? Ce jugement a laissé un goût amer aux Dowling, mais à tous ceux qui croient en un système judiciaire équitable. Ce qui s'est passé en 85 n'était pas seulement une injustice légale, mais une insulte à la douleur et aux épreuves que Benjamin et sa famille allaient devoir endurer pour le reste de leur vie. On parle pas souvent de Pam Chestnut dans cette affaire, la cousine qu'avait initialement recommandé Terry à Joe et Ray. Et elle-même aussi, elle s'est retrouvée au cœur d'un drame tragique. En tant que cousine de Benjamin et ancienne meilleure amie de McCurdy, elle a dû affronter ses sentiments assez complexes de culpabilité, de douleur, de trahison, sachant que la femme qu'elle avait confiée à sa famille était responsable des blessures infligées et irréparables à Benjamin. Lors du procès, Pam a exprimé son incrédulité et son chagrin face au refus obstiné de Terry d'admettre sa responsabilité dans cette affaire. Elle avoua devant le tribunal qu'elle avait toujours connu Terry comme quelqu'un au caractère difficile et au tempérament parfois explosif, mais jamais elle n'aurait imaginé qu'elle puisse en arriver à blesser un nourrisson, encore moins son propre cousin. Cette douleur était exacerbée par le fait que Terry continuait de clamer son innocence, refusant de reconnaître les faits malgré les preuves. Pam, qui avait été une amie proche de Terry, se sentait vraiment trahie. Non seulement elle lui avait menti à cause des blessures de Benjamin, prétendant que le bébé était simplement tombé, mais en plus elle refusait aussi d'assumer la moindre responsabilité. Et au fil du temps, Pam, en vain, a réalisé que ce récit était une fabrication. Un mensonge cruel visant à masquer la vérité bien plus sombre de ce qui s'était passé ce jour-là. Cela a donc laissé Pam complètement blessée, non seulement par le fait que son ami avait causé tant de souffrance à sa famille, mais aussi par l'absence totale de remords et de reconnaissance de sa part. Pam, comme les Dowling, a dû vivre avec la terrible vérité que ses recommandations avaient involontairement contribué à placer Benjamin entre les mains de quelqu'un qui allait ruiner sa vie.
Cette expérience a non seulement brisé une amitié, mais aussi bouleversé les relations familiales. Et tout ça a plongé Pam dans une spirale de regrets. Pour elle, la trahison de Terry McCurdy n'était pas seulement un crime contre Benjamin, mais aussi un manquement de confiance et d'humanité envers ceux qui lui avaient confié ce qu'ils avaient de plus précieux. En 2019, plus de 3 décennies après le drame initial, Terry a de nouveau été appelé à répondre de ses actes devant la justice, en lien avec les blessures infligées à Benjamin en 84, plus de 30 ans plus tôt. Cette fois-ci, les accusations ont été ravivées en raison d'un événement tragique, la mort de Benjamin. Après avoir vécu une vie marquée par des handicaps extrêmes causés par les violences subies lorsqu'il était bébé, Benjamin est décédé le 16 décembre 2019, à l'âge de 35 ans, dans la maison familiale située à la côte du golfe de Floride. Sa mort, directement liée aux blessures cérébrales infligées par la babysitter, a ouvert la voie à une nouvelle procédure judiciaire. En 2021, les autorités ont décidé de porter de nouvelles accusations contre Terry, cette fois pour meurtre au premier degré, considérant que les actions de 84 étaient la cause directe de la mort de Benjamin. Cependant, après des négociations judiciaires, McCurdy a finalement plaidé coupable d'homicide involontaire en 2024, admettant pour la première fois, 40 ans plus tard, sa responsabilité dans l'agression qui avait ruiné la vie de Benjamin. En conséquence de ce plaidoyer, elle fut condamnée à une peine de 3 ans de prison, suivie de 10 ans de probation. Pour la famille Dowling, cette condamnation tardive représente une forme de fermeture qu'ils attendaient depuis des décennies. Bien que 3 ans de prison semblent dérisoires en comparaison de la gravité de la souffrance endurée par Benjamin toutes ces années, il y avait une certaine satisfaction dans le fait que McCurdy prenait enfin la responsabilité de ses actes. En 85, je vous rappelle qu'elle a échappé à une condamnation sévère, qu'elle a eu seulement 60 jours de prison le week-end. Et là, on a 3 ans de probation, ce qui a profondément, encore une fois, là on a eu 3 ans de prison et là, à l'époque, on avait eu 3 ans de probation, ce qui avait indigné la famille. Après, je vais pas vous mentir, les 3 ans de prison ici, pour moi, on est aussi sur une indignation. La douleur des Dowling avait été exacerbée par en plus l'insistance qu'elle avait à nier sa responsabilité. Elle répétait sans cesse qu'elle n'avait jamais blessé le petit. En 2024, elle a donc reconnu sa culpabilité et donc on a une forme de justice, même si beaucoup, dont moi, estiment que c'est trop peu et surtout trop tard. Certains critiquent la légèreté de la nouvelle peine, estimant que la justice n'est pas faite une seconde fois. Pour une vie brisée, 3 ans de prison semble très peu en comparaison du destin de Benjamin. Pourtant, pour la famille, il y a enfin un sentiment de réconciliation avec cette vérité qui a été trop longtemps niée. Mais je pense que eux, surtout, se disent que « Ah, enfin, elle avoue ». McCurdy avait, après des années de déni, admis être responsable des blessures qui ont changé à jamais la vie de Benjamin. Ce moment de vérité, bien que tardif, représente une forme de connaissance et de reconnaissance qui manquait cruellement lors du premier procès. Les Dowling auraient dû vivre avec les conséquences d'un acte de violence irréparable. Et même si la justice ne semblait pas complète, ce plaidoyer de culpabilité offrait au moins la satisfaction que enfin Terry admettait son rôle dans ce cauchemar qui a détruit la vie de Benjamin dès ses premiers mois. Après des décennies de déni, elle a admis être responsable des blessures infligées à ce petit. Un aveu qui a marqué une conclusion d'une longue et douloureuse saga judiciaire. Ce revirement est survenu dans une lettre d'excuse, lue aux parents de Benjamin par son avocat, dans laquelle elle exprime pour sa première fois les regrets qu'elle a faits. Dans cette lettre, elle écrit, je cite, « C'est dans un état d'impulsion et de colère que j'ai frappé Benjamin pendant que lui et d'autres enfants pleuraient. Votre vie et celle de Benjamin ont été endommagées par moi et j'en suis vraiment désolée. » Ce court mais poignant aveu illustre la pression qu'elle ressentait à ce moment-là, expliquant qu'elle s'est sentie dépassée et épuisée en s'occupant de plusieurs enfants. C'est dans cet état de fatigue qu'elle a frappé Benjamin, lui infligeant des blessures graves qui allaient marquer son existence à jamais. Et c'est donc 40 ans plus tard qu'on a eu des réponses. Cet aveu est venu dans le cadre d'un accord de plaidoyer, dans lequel donc elle a plaidé coupable d'homicide involontaire, reconnaissant sa responsabilité.
Ce tournant, vous vous en doutez, représente un changement significatif par rapport à la posture qu'elle avait depuis 40 ans. Depuis l'incident, elle n'avait pas dit une seule fois ce qui s'était passé. Elle avait tout nié pendant 40 ans. Ce récit mensonger qu'elle avait maintenu, qui a fait souffrir toute la famille Dowling, était maintenant sorti au grand jour. Pour la famille, bien que cet aveu tardif ne puisse effacer les années de douleur et de lutte, ça a apporté une certaine forme de clôture émotionnelle. Pendant près de 40 ans, ils avaient dû vivre avec non seulement la tragédie de voir leur fils handicapé, mais aussi la frustration de la voir fuir ses responsabilités. L'aveu de Terry a marqué la fin d'une longue lutte et épuisante quête de vérité. Mais ça a également mis en lumière la gravité des violences subies par Benjamin et la façon dont une seule impulsion de colère peut entraîner des conséquences tragiques et irréversibles. Après la naissance tragique de Benjamin, comme vous l'avez vu, Ray et Joe ont trouvé la force de reconstruire leur famille. Ils ont eu 2 autres enfants, et malgré la perte dévastatrice de Benjamin en 2019, son héritage a continué d'influencer la vie de tous ceux qui l'ont connu. Sa sœur, Melissa, a exprimé des paroles sincères à propos de l'impact de Benjamin, montrant à quel point sa présence avait touché ceux qui l'entouraient, malgré son incapacité à parler ou à se mouvoir. Melissa a décrit Benjamin comme une source d'inspiration permanente dans leur famille. Elle a partagé que bien qu'il n'ait jamais pu parler, marcher ou vivre comme les autres, il leur avait enseigné des leçons inestimables sur la compassion, l'empathie, la patience et la compréhension. Selon elle, son frère a transcendé les mots et sa présence a eu un effet transformateur sur ceux qui avaient la chance de le connaître. Elle a souligné que sa vulnérabilité et ses défis ont rendu les membres de cette famille et même les soignants et amis qui l'entouraient beaucoup plus compatissants et plus attentifs aux besoins des autres. Ray et Joe, lors d'une interview après la mort de Benjamin, ont rappelé à quel point il apportait de la lumière à leur foyer. Ils ont expliqué que, bien qu'il ne puisse pas communiquer avec des mots, il souriait souvent, surtout lorsqu'il était entouré de ses proches. Ils croyaient fermement que Benjamin était conscient de l'amour qui l'entourait et de la manière dont sa famille s'efforçait de prendre soin de lui. Pour eux, ses sourires étaient un signe de connexion, un rappel que leur fils ressentait l'affection et les efforts constants pour le protéger et l'accompagner. La vie de Benjamin Dowling, bien que tragiquement courte et marquée par des souffrances imposées, a eu un impact durable. Il a enseigné de précieuses leçons à sa famille et à ceux qui l'entouraient, devenant donc un symbole de résilience et d'amour inconditionnel. Il a montré que même ceux qui ne peuvent pas s'exprimer ou participer à la vie d'une manière traditionnelle peuvent avoir une influence profonde et durable sur les autres. Cette affaire, en plus d'illustrer la tragédie du syndrome du bébé secoué, met aussi en lumière les effets durables qu'un acte de violence peut avoir non seulement sur la famille, et aussi sur les victimes. L'histoire de Benjamin est un rappel déchirant des dangers de ce syndrome et de l'importance d'une vigilance accrue en matière de maltraitance des enfants. Le fait que Terry McCurdy ait finalement reconnu sa responsabilité des décennies plus tard ne peut effacer la souffrance endurée. Mais comme le soulignent les Dowling, cela ouvre la porte à des changements dans les perspectives juridiques et sociales. Benjamin n'a pas souffert en vain. Son histoire a sensibilisé à l'importance de protéger les enfants vulnérables et a, espérons-le, contribué à des réformes visant à empêcher d'autres familles de vivre une tragédie similaire. Son héritage est un appel à la compassion, à l'empathie et à une justice plus vigilante pour les plus faibles d'entre nous. Voilà tout le monde pour l'histoire de Benjamin Dowling, une histoire qui, vous vous en doutez, est très touchante, m'a particulièrement rendu émotif lors de l'écriture et également, encore une fois, lorsque je la récite ici. Je trouve que c'est une histoire qui mérite d'être partagée. Je trouve que cette histoire n'aurait jamais dû exister. Je trouve que tout ceci est une combinaison de mauvais choix, de mauvaises rencontres, que ça soit Pam qui donne le numéro de cette femme ou cette femme qui n'arrive pas à gérer plusieurs bébés mais qui veut être babysitter. Benjamin a souffert toute sa vie à cause de choix finalement qui n'auraient même pas dû en être. Je pense qu'aujourd'hui, la famille Dowling arrive à trouver une certaine paix dans le fait que Terry ait avoué les choses. Mais si vous voulez mon avis, 3 ans de prison et 10 ans de probation, ce n'est rien après 40 ans à avoir vécu ce que Benjamin a vécu.
J'envoie donc tout mon courage à la famille Dowling, mais également à chaque personne qui me regarde, qui peut avoir un proche, un membre de sa famille ou un ami souffrant d'un handicap. Beaucoup de fois, les handicaps sont moqués et c'est quelque chose que je trouve vraiment dommageable parce que ces personnes sont également des êtres humains, ressentent les choses et comme vous l'avez vu ici, bien que Benjamin ne soit pas en capacité de parler comme ça a été le cas, il ressentait les choses. Il souriait dès qu'il voyait ses proches et il était conscient de l'amour qu'on lui portait. Voilà tout le monde pour cette histoire True Crime, celle de Benjamin Dowling. J'espère sincèrement qu'elle a pu vous intéresser, vous intriguer et vous apporter des informations quelles qu'elles soient. Si c'est le cas et que vous voulez nous soutenir, n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner juste en dessous. Rejoignez-nous sur Instagram @MurdersExplained, le contenu va revenir en force, on a eu besoin d'une grande pause, mais il va bientôt revenir. En ce qui me concerne, je vous souhaite de prendre très grand soin de vous et je vous retrouve dans quelques jours pour une nouvelle histoire horrifique.